Pour votre information, l'enregistrement a commencé. Pour l'interrogation de demain, je vais poster un certain nombre de questions et ces questions, vous allez y répondre en profondeur et vous allez avoir un certain nombre de jours pour creuser ces réponses et pour y répondre. Je vous encourage à discuter entre vous, mais à développer vos propres réponses. D'accord? Alors, officiellement, parce qu'il faut avoir une date, c'est demain l'interrogation. Cependant, vous avez jusqu'à dimanche pour rendre les réponses à cette interrogation. D'accord? Pour une question administrative, je dois avoir une date spécifique. Mais pour une question organisationnelle et parce que je veux rester flexible, je vous donne quelques jours pour rendre ce travail. D'accord? Mais c'est seulement à partir de demain que ça va être disponible. D'accord, monsieur. Alors, D'accord, merci. je veux quand même avoir votre avis, hein, parce que, bon, moi, j'ai mon approche pédagogique et puis il y a ce que vous préférez. Mon approche pédagogique, c'est la suivante. Je sais que tout le monde n'est pas au point au même moment. Ça, c'est ce que j'ai compris avec le temps et j'ai adopté la philosophie d'optimiser le rendement dans le rendement académique. Et il y a des approches que j'ai développées. Maintenant, ça, ce sont mes approches. Il peut se trouver que vous pouvez préférer que, vous savez, monsieur, c'est mieux qu'on fasse l'interrogation à l'heure et au jour défini. Donc, si on a 1 heure et demie, on va s'asseoir et on va réfléchir et on va écrire et on va soumettre notre interrogation comme ça se fait d'habitude. On peut faire de cette manière-là. Donc, ça, c'est la manière traditionnelle. Question, qu'est-ce que vous préférez? Monsieur, je préfère la vôtre. Je préfère votre pédagogie, monsieur, pour ma part. Votre technique est la meilleure, monsieur. Vous êtes en Amérique, nous sommes au Gabon, monsieur. Donc, on Non, suit non, le non, débat. non, non. Non, 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 il faut pas dire ça. Il y a pas de super, il y a pas de super personne. Vous êtes Non, aussi intelligent que les gens qui sont ici. non, pas pour dire que vous êtes super personne, non, pour dire que c'est plus développé. Nous sommes encore dans les anciennes. Ouais, on essaie d'accommoder les étudiants parce que réellement, j'ai besoin de voir votre potentiel, pas, pas ce que vous pouvez donner à cause des limites du système. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est mon avis. OK? Ça, c'est mon avis. Non, on soutient Ah. bien votre avis. OK. All right. On va donc avancer. Nous allons commencer avec la première question, qui est une question en réalité qui date d'hier. Et cette question, elle est en rapport avec les muqueuses. Si je peux trouver la présentation, ce serait une bonne chose. Parce que pour l'instant, there we go. Elle est là. Voilà. Donc, il faut que je limite certaines choses ici. There we go. Oh, come on. OK. Hier, nous nous sommes arrêtés ici et la question était la suivante. Discuter le développement du MALT chez l'humain du stage fœtal à l'âge adulte. Pour aider à répondre à pour aider à développer cette question, comment le MALT évolue-t-il avec l'âge et le style de vie? Ça, c'est juste pour enrichir la question. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi? Et vous devez avoir beaucoup de choses pour moi parce que vous avez eu 24 heures pour y réfléchir.
Monsieur, Uh-huh. au stade fœtal, le malt commence à se développer in utero, surtout dans le système digestif. Exemple, les plaques de PR dans l'iléon. Uh-huh. Il est influencé par la colonisation microbienne au moment de la naissance et par des signaux des signaux du microbiote intestinal. Le OK, système je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter une seconde. Vous dites au moment de la naissance. Est-ce que ça veut dire qu'avant la naissance, il n'y a pas de micro-organismes dans les mucus du futur être humain? Si, monsieur. Monsieur, moi, je dis non. OK, qui dit non? Cyrielle. Cyrielle. Cyrielle et une autre personne a dit si. Alors, ceux qui disent non, pourquoi vous dites non? Ceux qui disent oui, pourquoi vous dites oui? Bon, monsieur, Cyrielle a dit non, pourquoi? monsieur, je dis non parce que à ce stade-là, en ce qui concerne le malt, c'est encore, à ce stade, il est encore immature. Lorsqu'il est dans lorsque nous parlons du fœtus et OK? celui immunitaire, ils sont encore immatures. Et en cette période, le fœtus n'est pas encore exposé aux antigènes microbiens, OK? étant donné que le malt est immature. OK. Est-ce que c'est parce que le MAC est immature que, euh, que l'élément n'est pas exposé aux antigènes microbiens? Non, monsieur. Non. OK, la réponse est non. Donc, en réalité, on doit revoir notre réponse, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Donc, qu'est-ce que le reste de la classe pense? Pourquoi pensez-vous que le fœtus n'a pas de micro-organismes ou n'est pas exposé aux micro-organismes euh, au niveau du malt? Ou est-ce que c'est limité en réalité au niveau du malt? On est nombreux, je vais entendre vos réponses. Monsieur, Oui? monsieur, je pense que le fœtus n'y est pas encore exposé parce qu'il est encore dans un environnement qui est stérile, si on peut dire ça ainsi. Donc, il ne rentre pas encore en contact avec des éléments microbiens. Absolument. Absolument. Souvenez-vous que le zygote, il vient d'un environnement complètement stérile. Complètement stérile. Le placenta est un environnement complètement stérile. Pas partiellement stérile, il est complètement stérile. Le chorion, il est complètement stérile. D'accord? Pas de micro-organismes, parce que s'il y a un micro-organisme, c'est dangereux. Donc, du coup, c'est seulement à la naissance que le bébé rentre en contact pour la première fois avec de potentiels agents infectieux, mais on va dire en réalité des micro-organismes. Et quand on dit à la naissance, c'est lorsque le bébé passe par le canal vaginal qu'il va rentrer en contact pour la première fois de son existence avec les micro-organismes. Lorsqu'il rentre en contact avec l'air, c'est la deuxième fois qu'il rentre en contact avec les micro-organismes. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de micro-organismes dans l'air, il y a beaucoup de poussière et ces poussières contiennent des micro-organismes. OK? Et ensuite, il va réellement commencer également
à rentrer en contact avec des micro-organismes lorsqu'il commence à toucher les choses, mettre les mains dans la bouche. Et ça, c'est un réflexe inné du bébé de mettre les mains dans la bouche. OK? Et quand il met les mains dans la bouche, des gens l'ont déjà touché. D'accord? Oui, Chelsea veut dire quelque chose. S'il vous plaît, monsieur, moi j'avais une question. Oui, allez-y. Dans le placenta, quand l'enfant est encore porté par la mère, c'est pas possible qu'il rentre en contact avec certains micro-organismes. Non. Pas dans le placenta, non. Non, Monsieur, c'est pas possible. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est possible qu'il rentre en contact avec des micro-organismes? monsieur, je parle par exemple du fait que si je ne me trompe pas, je ne sais pas si on les classe aussi, par rapport au fait des MST par exemple. Bon, Ouais, les MST ne traversent pas nécessairement la barrière du placenta. mais Ça monsieur, dépend. Oui, allez-y. monsieur, en fait, j'avais lu, je ne sais pas si j'ai lu lors d'un devoir, en tout cas, cette année, j'ai eu l'information comme quoi, si la mère est infectée par une MST, ça peut aussi impacter l'enfant. Oui, c'est lorsqu'il sort à la naissance. la question, c'est de savoir Depuis le quel placenta. MST. La question est de Là, savoir quel MST. là, monsieur, j'ai oublié. J'ai oublié la MST OK? dont il s'agissait. Parce qu'il y a plusieurs formes de maladies sexuellement transmissibles. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qui se limitent aux muqueuses. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qui vont au-delà des muqueuses. Par exemple, le VIH va au-delà des muqueuses. Le VIH va dans le sang. D'accord? Et le sang contaminé peut, même si le virus techniquement ne peut pas aller directement de la mère au fœtus, mais à la naissance, lorsqu'il y a échange de fluides, le bébé va être infecté. OK? Donc, techniquement, le virus du VIH ne va pas traverser le sang de la mère pour aller dans le sang du bébé. Dans le fœtus n'a pas de VIH, OK? Parce qu'il y a une barrière. Il n'y a pas d'échange de sang entre le bébé et la maman, enfin, entre le fœtus et la maman lors de la grossesse. Il n'y a pas échange de sang. OK? Donc, l'enfant est stérile. C'est seulement à la naissance, lorsqu'il y a mélange de sang entre le sang de la maman et le sang du bébé, que le bébé peut être infecté du VIH. OK? Et là, ça, c'est un cas où il y a nécessairement échange de fluides sanguins après la naissance, ou du moins pendant la naissance. Mais au-delà de ça, si vous regardez par exemple les chlamydia, qui sont vraiment cutanés, enfin, pas cutanés, mais qui restent dans la mucus, OK, va infecter les mucus, les chlamydia, il n'y a pas de chance que les chlamydia se retrouvent dans le fœtus. Il n'y a virtuellement aucune chance. OK? Monsieur, Ouais. Donc, il faut faire la différence entre les maladies sexuellement transmissibles. OK. On continue la discussion. Donc, continuons à développer. Donc, vous avez dit à la naissance, c'est là où
ils rentrent en contact avec les micro-organismes et on a expliqué pourquoi avant la naissance, ils ne sont pas en contact avec les micro-organismes. Ça, c'est un détail très important à mentionner. Allons-y, continuons. Quelqu'un d'autre peut continuer à développer le développement du malt? D'accord, monsieur. Monsieur, Pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît? Il y a eu un problème de connexion ici. nous Ok. sommes en train de... Nous sommes en train de parler du malt. Du malt, Ok, oui, comment oui, ça... absolument, oui. D'accord. On a dit après la naissance, c'est là où nous avons le déclenchement des maltes, déclenchement de la première réponse immunitaire des mûres. Oui, nous avons son déclenchement et c'est tout, monsieur. Après, c'est déjà lorsque l'enfant grandit. Le malt est pleinement structuré et les plaques d'épaisseur de l'intestin grêle, les amygdales et d'autres formations lymphoïdes deviennent fonctionnelles. Et puis, je suis trouvé que les cellules spécialisées comme les cellules, je ne sais pas, M facilitent l'entrée des antigènes, ce qui permet l'activation des lymphocytes B et T. Les lymphoïdes B vont se différencier en plasmocytes qui vont produire des immunoglobulines A sécrétoires essentielles à la défense muqueuse. OK. Question. Est-ce que le malt évolue avec le style de vie? Ou est-ce que le malt change avec le style de vie? Oui, monsieur. OK. Expliquez. Yo. Ça, c'est la partie qui montre que vous êtes en master. D'accord, monsieur. Monsieur, avec le style de vie, je dirais oui, parce que nous devons veiller d'abord sur notre organisme aussi nous-mêmes, en ce qui concerne l'entrée des différents pathogènes. Et étant donné que le malt évolue en fonction du temps, hein, de l'âge, hein, de la vie, parce que lorsque nous vieillissons, ça s'affaiblit aussi. Donc, je ne sais pas. OK. Et maintenant, qu'est-ce que le style de vie a à y voir? Bon, la question ne s'adresse pas simplement à Cyrielle, la question s'adresse à toute la classe. Monsieur, Oui? par rapport au style de vie, on pouvait ajouter que l'exposition modérée des antigènes par les microbiotes sains, la vie à la campagne, stimule et entretient un malt fonctionnel. OK, très bien. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de lire. Monsieur. Très bien. Mais le problème, c'est que vous êtes en train de lire. Oui, allez-y, je vous écoute. Monsieur, par rapport au style de vie, il faut savoir qu'on va prendre en compte ici, par exemple, l'alimentation de l'individu. On va prendre en compte aussi l'exposition à certaines maladies. On prendra en compte aussi les médicaments. Par exemple, je vais prendre mon cas parce que on sait que les muqueuses vaginales font partie justement des muqueuses. Et lorsque j'ai été exposée longtemps à des antibiotiques, il s'est avéré que ces muqueuses-là ont été modifiées, ce qui a permis une prépondérance d'une infection vaginale. C'est la même chose. Pour les tissus muqueux sont généralement influencés par des maladies. Les personnes qui fument, par exemple, vont totalement modifier leurs muqueuses parce qu'elles vont détruire certaines cellules des muqueuses et ça va altérer le fonctionnement des maltes. Très bien. Absolument. Donc, vous fumez, vous buvez, vous mangez hyper gras ou pas gras du tout, vous mangez hyper protéiné ou pas assez protéiné, vous mangez beaucoup de sucre ou pas assez de sucre. Bon, on ne va pas dire pas assez de sucre ou peu de sucre. Tout ça influence le développement du malt.
OK? Votre style de vie, parce que décider de manger peu de sucre ou trop de sucre ou beaucoup de sucre, on ne va pas dire trop parce que qu'est-ce que ça veut dire trop? Ça dépend. Hein? Euh, donc, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Alors, observez la chose suivante. Lorsque je vous pose des questions, j'essaie de faire en sorte que vous alliez au-delà de la réponse de base. OK? Parce que la réponse de base, vous pouvez l'obtenir n'importe où. Mais l'esprit critique de comment et arriver à regarder des aspects comme le style de vie, analyser comment les choses sont connectées entre elles. C'est ce qui fait réellement le niveau master de ce cours. Ce n'est pas la réponse basique qui fait le niveau master de ce cours. Non, pas du tout. C'est la réponse approfondie. C'est aller au-delà et essayer de connecter les points qui apparemment n'étaient pas connectés. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Donc, ce que je voudrais dire, en d'autres termes, c'est que lorsque je vais vous donner un devoir, ce n'est pas simplement de dire les choses au niveau basique. Au niveau basique, je vais vous mettre la moyenne, mais ça va rester à la moyenne. OK? Mais être capable de développer au-delà du niveau basique, c'est pour ça que je vous provoque en disant, OK, bon, quand je dis discuter le développement du malt chez l'humain, du stade fœtal à l'âge adulte, évidemment, vous allez parler de tous les processus cellulaires et moléculaires qui se passent, mais je vais plus loin avec ma question, c'est comment le malt évolue-t-il avec l'âge et le style de vie? Et là, vous comprendrez que ce ne sera plus simplement une question de lire le cours, mais une question d'aller chercher un peu plus loin que le cours. Donc, faites des recherches en ligne, discutez avec des gens et allez au-delà des choses simples. Mais par contre, c'est vrai que il y a des choses que vous n'avez pas vues en licence. Et ces choses que vous n'avez pas vues en licence, c'est des choses, lorsque je pose des questions, où vous devez réellement passer du temps parce que ces choses-là, il faut les comprendre. Et donc, quand il faut encore comprendre ces choses-là, je ne vais pas rentrer dans l'enrichissement. OK? Parce que cette question, comment le malt évolue-t-il avec l'âge et le style de vie, ça, c'est un point d'enrichissement. D'accord? Ange veut dire quelque chose. Monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y. On a parlé du fait que le malt évolue selon le style de vie et qu'il peut être aussi altéré selon ce même style de vie-là et l'exposition aux maladies. Je voudrais savoir si après, en fait, est-ce que cette altération est réversible Oui, c'est complètement réversible. C'est selon toujours le complètement... style de vie? Ah oui, selon toujours le style de vie, oui, parce que vous pouvez avoir, si par exemple, vous mangez le niemboué tous les jours, ça Oh, c'est un style de vie. Qu'est-ce que vous avez dit? mais c'est comment ça? Si vous mangez le niemboué tous les jours et que vous décidez que, au lieu de manger le niemboué tous les jours, maintenant je vais manger le niemboué pendant un jour, je mange les feuilles de manioc. Pendant un autre jour, je mange le frowon. Pendant un autre jour, vous avez Mais ce changé, n'est pas le code. hein, La sauce d'arachide. un frowon. Vous ne connaissez pas un frowon.
Mais c'est pas en langue, hein, pas dans cette manière d'appellation. C'est la sauce d'arachide. Oh La non. sauce d'arachide. Quoi, vous avez grandi tous à Libreville? Non, monsieur. Ce sont Maman C'est- Nangai. la ville. Ça doit être Juste, l'appellation ce d'une sont les ethnie. bilopes, ils ne connaissent pas. Tu vois ta Ça- vie. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, en fait, lorsque vous changez votre régime alimentaire, votre mal va aussi changer. OK? Parce que les interactions ne seront plus les mêmes. OK? Donc, nous allons fermer cette parenthèse. Cette question fera partie de l'interro. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Je disais que cette question fera partie de l'interro et je vous demandais ce que vous en pensiez. il n'y a pas de souci. Yeah, mais Chacun va expliquer selon qu'il a eu à comprendre. OK, très bien. All right. Nous allons changer de cap. Nous allons aller à l'autre chapitre, au chapitre suivant, les lymphocytes T. Alors, question, qu'est-ce que vous savez des lymphocytes T? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, nous allons aborder les lymphocytes T. Qu'est-ce que vous savez des lymphocytes T? Monsieur, pour ma part, je sais qu'ils interviennent au moment de la réponse humorale. Si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? On peut aussi souligner que ce sont des cellules immunitaires dont la maturation intervient dans le thymus. Ce sont les cellules dont la maturation intervient dans le thymus. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les cellules T. Question suivante. Qu'est-ce que vous savez de la maturation des lymphocytes T? Le processus de développement des lymphocytes T. Est-ce que vous avez déjà couvert le processus de développement des lymphocytes T? Mais si on a déjà vu ça, mais pas en profondeur, on sait juste qu'ils sortent après la moelle osseuse, ils maturent dans le thymus. Après, là-bas, il peut aller là. Oh, Pas, OK. pas en profondeur. OK, donc le détail de la maturation, vous ne l'avez pas couvert. Ah, monsieur. OK, très bien. C'est ce qu'on va aborder dans ce chapitre. Et il y a beaucoup de détails. Il y a énormément de détails. Donc, il va falloir comme pay attention. Il va falloir suivre. OK? Donc, comme d'habitude, il y a des questions à considérer. C'est quoi les cellules T? En quoi sont-elles différentes des lymphocytes NK et des lymphocytes B? Comment se fait le développement des lymphocytes T? C'est ce que c'est vraiment le cœur du sujet. Quelles sont les cellules cibles des lymphocytes T? On va voir ça. Quels sont les mécanismes d'action des lymphocytes T? On va voir ça. Qu'en est-il des récepteurs des lymphocytes T? On va voir ça. Mais vraiment, les clés, c'est comment se fait le développement des lymphocytes T et les récepteurs des lymphocytes T. Alors, on commence. Première chose, il y a des précurseurs de lymphocytes. Ce sont les cellules lymphoïdes. D'accord? Et ces cellules lymphoïdes qui sont précurseurs, qui viennent des cellules hématopoïétiques, vont en fait acquérir quelque chose de particulier qui sont les TCR
Et les TCR veulent simplement dire T-cell receptor, les récepteurs des cellules T. C'est ce que ça veut dire. OK? Et T qui veut dire thymus. Maintenant, dans le thymus, ces cellules T, au cours de leur développement, les cellules précurseurs lymphocytaires vont passer des étapes de sélection. Ces étapes de sélection vont permettre de reconnaître des antigènes exogènes ainsi que les antigènes du soi modifiés. Lorsqu'il y a les récepteurs T présents, ces récepteurs T vont permettre de reconnaître des antigènes exogènes et les antigènes du soi modifiés. Mais ces récepteurs ne vont pas reconnaître les antigènes du soi qui ne sont pas modifiés. D'accord? Donc, nous avons les lymphocytes T alpha, bêta, qu'on appelle lymphocytes T conventionnels. C'est quoi alpha? C'est quoi bêta? Nous allons couvrir ça dans une minute. Nous avons les lymphocytes T gamma, delta et les lymphocytes T natural killers T qui sont aussi appelés ILC, c'est-à-dire innate lymphoid cells. On a vu ça dans le chapitre précédent, n'est-ce pas? Monsieur. OK. Donc, c'est quoi les TCR, les T-cell receptors? Les T-cell receptors sont des récepteurs qu'on retrouve à la surface des cellules T, d'accord? Il va y avoir des cellules T qui ont des CD4 et les cellules T qui ont les CD8. C'est quoi la différence? Les cellules T avec des TCR qui sont des CD4 vont reconnaître des peptides qui ont une taille qui varie de 12 à 25 aminoacides. OK? Et ça, ce sont les peptides qui vont être reconnus. OK? Et ces peptides qui sont reconnus sont présentés par les CMH de classe 2. La question, pour m'assurer que vous allez connecter les points, c'est d'où viennent ces peptides? OK? Prenez une seconde pour y réfléchir. Pendant que vous réfléchissez, je vais peut-être mentionner que les TCR qui sont sur les cellules T de type CD8 vont par contre reconnaître des peptides qui ont une taille de 9 aminoacides et ces peptides sont présentés par les CMH de classe 1. Pareil que la question, que le point précédent, d'où viennent ces peptides? Monsieur. Où trouve... Oui, allez-y. Moi, j'ai dit que ces peptides viennent du complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH. OK. Lequel CMH? CMH, on est sur le premier, n'est-ce pas? On est sur le premier, oui. CMH2? CMH2. Qu'est-ce que le reste de la classe pense?
La classe, on vous écoute. Monsieur, Oui? monsieur, elle a répondu, monsieur, sur quoi, monsieur? J'ai pas bien entendu ce qu'elle disait. Vous pouvez répéter ce que vous avez Je dit, disais mademoiselle? que les peptides au TCM pour les CD4, là, les peptides se trouvaient sur le système complexe d'histocompatibilité, le CMH, et que celui qui doit qui doit reconnaître les antigènes. Comprise? Vous avez suivi? Oui, monsieur. Mais monsieur, j'ai OK. pas bien compris le fait de savoir que c'est le TMH. TMH. CMH. TMH, oh mon Dieu. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Monsieur Darrell, qu'est-ce que vous pensez? Oh non, Brian. Brian? Oui, monsieur. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Bon, à vrai dire, sur le moment, j'ai pas grand-chose à dire. OK. Madina, qu'est-ce que vous pensez? Professeur, pour moi, c'est la même chose. Comme je n'ai pas assisté à la séance d'hier, là, j'essaie d'abord de faire la mise à jour OK. pour le moment. Oui. On va passer. Jessica, qu'est-ce que vous pensez? Andrea, qu'est-ce que vous pensez? Sephora? Monsieur, on Oui, peut dire, monsieur. Moi, Oui, allez-y. on peut monsieur, dire qu'elle je parle. vient des peptides Jessica, on me fait extracellulaires. appeler Sephora. OK, une Ah. personne à la fois. Et Jessica, monsieur. Oh, Jessica, Mais OK, monsieur a dit allez-y. Sephora. Oh, C'est pas grave. Bon, Allez-y. c'est bon. Allez-y. Qui est en train de parler? C'est Sephora ou Jessica? Allez-y, je vous écoute. Jessica qui voulait parler. OK, Jessica, allez-y. Monsieur, je disais que, monsieur, les peptides que reconnaît le TCR, monsieur, Mhm. elles viennent du milieu extracellulaire. Elles proviennent du milieu extracellulaire. Lorsque vous dites le milieu extracellulaire, vous pensez à quoi de manière spécifique? Vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Monsieur, des protéines, monsieur, captées par, je peux dire ça comment? Monsieur, captées par les cellules présentatrices d'antigènes, monsieur, dans le milieu Mhm. extracellulaire. OK. OK. Vous voyez pourquoi je vous embête beaucoup. C'est exactement, vous savez, lorsque je vais vous demander de répondre aux questions, je vais vous demander d'être super spécifique. D'accord? OK? Alors, vous avez répondu à la question. Les peptides,
12 à 25 aminoacides sont en réalité des épitopes d'antigènes. OK? Les cellules présentatrices d'antigènes présentent l'antigène. OK? Mais lorsque le TCR arrive, le TCR va reconnaître l'antigène qui est présenté par le CMH2. Le TCR ne va pas reconnaître le CMH2, le TCR va reconnaître l'antigène présenté par le CMH2. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK? Et c'est à peu près 12 à 25 aminoacides qui vont être reconnus. Ce qui voudrait dire que ces antigènes sont des corps étrangers. Parce que le CMH2, lui, il est spécialisé dans la présentation d'antigènes du MAMS, Microbe Associated Molecular Patterns. D'accord? Alors que le TCR des CD8 va reconnaître les antigènes, okay, les épitopes d'antigènes, d'éléments qui viennent du soi modifié. OK? Parce que le CMH1 présente à la surface des éléments tissulaires qui sont des damage associated molecular patterns. D'accord? Donc, ça va être du soi. Où trouve-t-on les CMH de classe 1? Quelle est la réponse à ça? Monsieur, j'essaie. Oui, allez-y. Monsieur, je disais, les CMH1 se trouvent sur les surfaces des cellules nucléées. OK. Oui, il se retrouve sur la surface des cellules nucléées. OK. Seulement les cellules nucléées? Est-ce qu'il y a d'autres cellules qui expriment la classe 1? Je vous laisse chercher, OK? Vous allez trouver. Alors, là, nous allons aller rentrer dans le cœur du sujet. Regardez la complexité. Regardez la complexité du système. Cette complexité du système vous montre plusieurs sous-unités. Donc, quand on parle de TCR, ce n'est pas une seule protéine qui est impliquée et qui forme le TCR. Non. C'est beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs sous-unités. Vous avez les sous-unités alpha et les sous-unités bêta. Les sous-unités alpha et les sous-unités bêta qui sont des glycoprotéines. OK? Ces sous-unités sont la partie qui, en fait, reconnaît l'antigène. Les sous-unités alpha et bêta sont la partie qui reconnaît l'antigène. Mais cette partie qui reconnaît l'antigène ne travaille pas seule. Elle ne travaille jamais seule. Elle travaille avec un complexe qui s'appelle CD3. Et c'est quoi CD3? CD3, c'est un complexe de plusieurs protéines transmembranaires. Ces protéines transmembranaires incluent les sous-unités sigma, les sous-unités delta et les sous-unités gamma. Remarquez que ces différentes sous-unités qui viennent ensemble pour former un complexe ont des endroits intracellulaires
et des endroits extracellulaires. Oh, en fait, j'ai oublié la sous-unité θ. La sous-unité θ ici. OK? Il y a un domaine intracellulaire et un domaine extracellulaire. Le domaine intracellulaire est un domaine qui va être phosphorylé pour la transduction du signal. Cette transduction du signal est une cascade d'événements qui va induire la maturation, la migration et tout ce qui permet à la cellule de remplir son rôle physiologique. Oui, il y a une personne qui veut poser une question. J'ai vu une main qui s'est levée. Monsieur, c'est pas une question. Oui? Monsieur, si vous pouvez mettre en plein écran, parce que là, c'est petit. Je suis en plein écran, hein. En plein écran. Donc, c'est chaud. Essaye de zoomer. Lorsque tu zoomes, tu vois mieux au fait. Zoom directement sur l'image. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez, vous? Je ne vois presque rien parce que c'est très petit. Oh, Non. OK. Monsieur, depuis je qu'on a... vois même zoomer les l'image. diapos en fait. Oh, OK. OK. Donc, ce n'est pas bon. Laissez-moi arrêter de partager et je vais reprendre le partage. Mais il fallait dire ça depuis, mes amis. OK. Monsieur. Vous voyez maintenant? Oui, monsieur, c'est mieux. Monsieur, c'est Là, mieux. vous voyez le grand écran, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Donc, je vais revenir ici. Comme c'était petit. Alors, vous avez, ça c'est la partie en réalité qui est le récepteur. Alpha et bêta. C'est ça le récepteur. Maintenant, il y a des protéines accessoires. Bon, même si je dis comme ça molécules accessoires, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Elles sont très importantes. D'accord? Et dans ces molécules accessoires qui forment le complexe CD3, ce complexe CD3, ce sont les sous-unités sigma. D'accord? Il y a deux sous-unités sigma. Il y a une sous-unité delta, une sous-unité gamma et puis une sous-unité θ. OK? Donc, il y a une, deux, trois, quatre, quatre types de protéines, dont certaines interviennent en dimère. OK? C'est tout ce complexe-là qui va être essentiel dans l'action ou du moins l'activation de la cellule. Alors, donc ça c'est ici l'organisation latérale et puis vue de dessus, vous avez l'organisation du complexe du TCR. D'accord? Avec, vous pouvez voir la sous-unité alpha et la sous-unité bêta ici. OK? Alpha et puis bêta. Et les autres protéines du complexe TCR. Alors, je vais vous amener ici. Et ici, vous allez voir que le complexe qui forme le TCR est en réalité un complexe qui montre le TCR lui-même, c'est-à-dire les sous-unités alpha et bêta. Ces sous-unités alpha et bêta qui sont transmembranaires ont deux régions. Il y a la région constante, ici, et il y a la région variable, ici. OK? La région variable est la région qui permet une reconnaissance spécifique d'un antigène à un autre. OK? Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle le module de reconnaissance.
de l'antigène et la partie qui va reconnaître les peptides. On a parlé de peptides qui varient de 12 aminoacides à 25. C'est cette région-là. OK? Selon qu'on est dans le CD4 et lorsqu'on est dans le CD8, c'est toujours cette région-là, mais qui va reconnaître cette fois-ci un peptide de 9 aminoacides. Très important à savoir. Maintenant, vous voyez que d'une part, vous avez une région constante pour alpha, une région constante pour bêta, une région variable pour alpha et une région variable pour bêta. La question qu'on va se poser est la suivante. Comment les régions variables sont-elles produites dans le système immunitaire de telle sorte qu'il y ait une variété de récepteurs? Parce que le récepteur TCR qui reconnaît les résidus aminoacides, les résidus peptidiques du VIH ne sont pas les mêmes récepteurs qui reconnaissent les résidus peptidiques du chikungunya ou les résidus peptidiques d'Ebola ou on va dire des Escherichia coli, Salmonella, ainsi de suite. OK? Ils sont tous différents. Mais comment cette variation est-elle produite? Ça, c'est le cœur du développement des cellules T qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, vous avez le module de reconnaissance du récepteur T et vous avez le module de la transduction du signal. Le module de la transduction du signal, c'est ce module-là qui va avoir toutes ces sous-unités dont je vous ai parlé. Et cette transduction du signal va nécessairement impliquer des phosphorylations, déphosphorylations. Donc, on va parler des kinases et des phosphatases. Les kinases sont les enzymes qui vont causer la phosphorylation des domaines intracellulaires et les phosphatases sont les enzymes qui vont causer la perte des groupes de phosphate dans le domaine intracellulaire. D'accord? Alors, lorsque nous regardons de près le module de transduction du signal, nous avons d'une part les modules, bon, on ne va pas dire les modules, on va dire les sous-unités de stabilisation de la liaison entre le CMH et le TCR. Ces sous-unités qui sont essentielles pour la stabilisation de l'interaction entre le CMH et le TCR sont les sous-unités gamma, delta et epsilon. Pour que ces sous-unités puissent stabiliser l'interaction, il faut nécessairement que ces sous-unités soient phosphorylées. Lorsque ces unités ne sont pas phosphorylées, il n'y aura pas stabilisation de l'interaction entre le CMH et le TCR. Ces détails que je suis en train de vous partager sont très importants, vous devez vous en souvenir. Finalement, enfin, on va dire enfin, il y a les sous-unités nu et les sous-unités θ. Ces sous-unités, en fait, sont les sous-unités de transduction du signal qui vont envoyer le signal un peu plus profond, d'accord, dans la cellule pour qu'il y ait une réponse. Ce n'est pas pour dire que la phosphorylation ici ne va pas déjà induire cela, mais c'est en réalité une réponse coordonnée. OK? Donc, pour
résumer ici avant de continuer. Il y a le module de reconnaissance et il y a le module de transduction du signal. OK? Et dans le module de transduction du signal, il y a les sous-unités de stabilisation de la liaison et les sous-unités de transduction du signal à l'intérieur de la cellule pour une réponse qui va être globale. Alors, nous allons continuer. OK. Deux types de TCR. Il y a les TCR alpha-bêta et les TCR gamma-delta. Les TCR alpha-bêta sont les plus nombreux. Les TCR gamma-delta sont moins nombreux. D'accord? Parmi les cellules T. Donc, les TCR vont faire partie d'une superfamille d'immunoglobulines. On les appelle immunoglobulines parce que ces globulines sont impliquées dans la réponse immunitaire. D'accord? Les TCR font partie d'une superfamille d'immunoglobulines avec les chaînes alpha et les chaînes bêta. Par contre, les TCR sont différentes d'un lymphocyte à un autre. C'est ce qui permet, en fait, la reconnaissance de différents antigènes. Et là, je vais vous ramener ici dans la région variable du TCR. C'est ce qui fait que une cellule TCR qu'on va appeler cellule A va être différente d'une cellule T avec un TCR qu'on va appeler cellule B, qui va être différent d'un TCR d'une cellule T qu'on va appeler cellule C. OK? Elles sont différentes. Donc, j'ai parlé de tout ce système, je ne vais pas revenir dessus. Et maintenant, nous allons regarder un peu la différence entre les CD4 et les CD8. Les CD4 ont un bras qui est, en fait, c'est une protéine transmembranaire qui s'étend à l'extérieur de la cellule. Il y a le CD4. Ce CD4 va contribuer à stabiliser la relation entre le TCR et le CMH qui présente l'antigène. Et là, ça va être de manière spécifique avec le CMH de classe 2. OK? Alors que le CD8, lui, par contre, va stabiliser la relation entre le TCR et le CMH qui présente un antigène, mais ce CMH va être CMH de classe 1. Notez que le CD4 est une protéine, une seule unité, alors que le CD8 est un dimère. D'autre part, notez également que le CD4 est connecté à une protéine qui elle-même est associée à la membrane. Cette protéine s'appelle LCK ou P56. Ce P56 est important dans la reconnaissance, dans la stabilisation du système. S'il n'y a pas interaction entre le CD4 et P56, il ne va pas y avoir une bonne réponse. De la même manière, s'il n'y a pas une bonne connexion entre P56 et CD8, il ne va pas y avoir une bonne stabilisation de la réponse immunitaire. Une bonne stabilisation de l'interaction. Là, on va maintenant rentrer dans le développement de la cellule T au niveau du thymus. Okay?
Dans le développement de la cellule T au niveau du thymus, nous allons d'abord parler du thymus. Le thymus est un organe qui va avoir une capsule, d'accord? Il y a une capsule, il y a une région qui est une région corticale et il y a une région qui est une région médulaire. La structure anatomique des deux régions, région corticale et région médulaire, elle est complètement différente. OK? Elle est considérablement différente, on va dire. Donc, au niveau cortical, nous allons avoir un épithélium ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'épithélium sous-capsulaire. OK? Nous avons la capsule ici. Nous avons un épithélium sous-capsulaire. Nous allons avoir des trabécules. Ces trabécules, en fait, séparent plusieurs unités thymiques. OK? Nous avons une unité thymique ici. Ça, c'est une unité thymique. OK? Avec la zone corticale et la zone médulaire. Au niveau de la zone corticale, nous allons avoir des cellules thymiques, okay, qui forment en fait l'organe. Nous allons avoir les cellules épithéliales corticales. Nous allons avoir également les cellules épithéliales médulaires. Okay? Notez que ces cellules ont des appendices comme des bras. En fait, ces cellules vous rappellent peut-être les cellules dendritiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, monsieur. Voilà. OK? Ces cellules vous rappellent les cellules dendritiques, mais ce ne sont pas en réalité des cellules dendritiques. Les cellules dendritiques elles-mêmes sont ici. D'accord? Vous avez ces cellules dendritiques qui vont se retrouver à différents endroits du thymus, aussi bien à l'endroit au niveau cortical qu'au niveau médulaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les cellules du corpuscule de Hassall. Ces cellules du corpuscule de Hassall jouent un rôle très important dans le développement des cellules, des thymocytes en cellules différenciées, d'accord, dans l'apprentissage du soi et du non-soi. Et puis, vous avez des macrophages qui sont là également parce qu'il faut savoir que le thymus, malgré que ce soit un organe où les cellules lymphocytaires viennent apprendre la différence entre le soi et non-soi, cet organe lui-même peut être le sujet d'attaque. Et quand il est sujet d'attaque, qui assure la défense? OK? Qui assure la défense? Nous avons les macrophages qui vont assurer la défense. Oups. Nous avons les macrophages qui vont assurer la défense. Nous avons les cellules dendritiques qui vont assurer la défense. OK? Donc, ce n'est pas vraiment des gars qui manquent pour assurer cette défense. Maintenant, autre chose qui est important à mentionner, c'est que vous avez des vénules ici. Ces vénules vont être en réalité des voies par lesquelles les cellules lymphocytaires vont arriver. Parce que les lymphocytaires, à l'origine, elles viennent d'où? Elles viennent de la moelle rouge des os. Et la moelle rouge des os est où les cellules hématopoïétiques vont se différencier en cellules lymphoïdes et les cellules lymphoïdes vont se différencier en lymphocytes. D'accord? Maintenant, quand elles sortent de la moelle rouge des os, elles vont migrer ici et à partir d'ici, elles vont arriver dans le système. OK? Alors, nous allons avoir en réalité ici tout le processus de développement des lymphocytes T, mais nous n'allons pas déjà rentrer dans cela.
Alors, le développement du thymus au niveau de l'être humain commence assez tôt. Il commence assez tôt pendant le développement de l'être humain, mais je vais peut-être pas rentrer déjà dans cet aspect-là. Mais notez d'abord que le thymus, en fait, il est fait de plusieurs parties. OK? Il est fait de plusieurs parties. Nous allons avoir la partie 1 ici, la partie 2, la partie 3, la partie 4. D'accord? Donc, nous commençons avec 3 poches. Nous avons une poche pharyngée endodermique. OK? Le thymus, bien que son évolution dans le temps change avec le temps, son activité commence très tôt, à la sixième semaine du développement fœtal. Le thymus devient actif. Il devient actif parce que très tôt, les cellules T doivent apprendre à reconnaître quelles sont les cellules qui sont normales et quelles sont les cellules qui sont anormales. Lors du développement, vous avez un réarrangement des tissus tout le temps. Parce que lorsque vous regardez le futur bébé à l'âge de 6 semaines, comparé à l'âge de 32 semaines, la différence est énorme. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que ce que vous avez vu comme fœtus à 6 semaines est le même être vivant que vous voyez à 32 semaines. Le développement est énormément différent. Cette différence dans le développement est orchestrée pendant le processus du développement. Il y a des cellules qui doivent mourir de manière apoptotique. Il y a les cellules qui doivent être écartées. Il y en a qui sont anormales. Et ces cellules qui sont anormales, il faut les identifier et il faut les détruire. La question est de savoir qui va les détruire et à quel moment. Les cellules T doivent apprendre très tôt qu'il faut détruire certaines cellules anormales de telle sorte que le développement fœtal jusqu'à la formation complète du bébé ne subisse pas de problème pendant le développement. Donc, il faut que le thymus soit développé très tôt. Par contre, dans ce processus, il y a des facteurs transcriptionnels. OK? Ces facteurs transcriptionnels sont par exemple le TBX1, qui est essentiel pour le développement du thymus. Sans TBX1, il n'y aura pas un développement propre du thymus. Au-delà de ça, ce que nous pouvons dire également, c'est que les précurseurs lymphoïdes sont des cellules T naïves. Ces cellules T naïves ne sont pas capables de mener une action comme par exemple le développement, l'expansion clonale. Okay? Elles ne peuvent pas entrer en expansion clonale. Il faut une activation de ces cellules-là. OK? Donc, le thymus, il est actif à la naissance. Par contre, la taille du thymus diminue avec l'âge, ce qui
justifie le fait que quand on prend de l'âge, on devient aussi plus sensible aux infections. Donc, je vous disais hier que nous allons finir ce cours un peu tôt. Donc, je devais terminer à 9h30. Donc, nous allons terminer là maintenant. Et puis, on va reprendre nos discussions demain à partir d'ici. D'accord, monsieur. D'accord, professeur. OK. Arrêtez. D'accord, monsieur. Mhm. Stop sharing. OK.